Je vais vous faire une présentation donc, sur le bâtiment que vous allez être amené donc, à voir, euh, surtout de l'extérieur, parce que l'intérieur, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de, d'innovant. Mais en préalable, je vais vous donner quelques informations sur la démarche que j'ai eue pour arriver à une telle réhabilitation. Donc, si on regarde dans le passé, la construction bois, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, j'ai plaisir à dire que je garantis mes constructions 7 siècles. Ça fait toujours sourire les maîtres d'ouvrage. Mais donc pourquoi j'annonce là? Parce que pour l'instant, la plus vieille maison que j'ai trouvée en France, elle est du XIIIe siècle, à Sarlat. Et j'en ai vu d'autres donc en Bretagne, à Rennes, et j'ai fait mes études à Strasbourg, et tout le monde connaît la maison Kemerzel à Strasbourg qui date de 1427. Donc construire en bois, c'est pas forcément de faire du provisoire. On a pu à démontrer que ça tient pour des siècles. Donc là, cette rénovation, j'espère bien que d'ici encore 6, 7, 8 siècles, on pourra encore venir la visiter. Donc, si on fait un petit retour dans le passé, je me suis intéressé à la construction bois donc en 1980, suite à un concours du ministère de l'Urbanisme et du Logement qui visait qu'à l'horizon 85, on diviserait la consommation des maisons par 50%. J'ai été lauréat de ce concours. On a fait cette maison, donc au fond du jardin de mon beau-père, et cette maison s'avère être aux normes d'isolation thermique actuelles. Donc, comme quoi on pouvait faire des maisons très bien isolées dès les années 80. Et je considère qu'on a perdu 25 ans et qu'on aurait pu faire mieux. Donc, suite à cette réalisation, j'ai fait quelques maisons pour des margeaux-bargeaux, comme on disait à l'époque. Et bon, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre un petit peu de faire de la maison individuelle. Je me suis inscrit au cours postgrad à Lausanne, où j'ai rencontré Julius Natterer, qui est le lieu du bois, et son sous-fifre Wolfgang Winter. Et là, j'ai appris beaucoup sur la filière bois, avec surtout un slogan qui est rendre aux forêts le rôle économique garant de leur entretien. C'était tout ce qui était enseigné donc à l'EPFL, c'était de développer la filière bois à l'intention donc des pays en voie de développement et valoriser le bois local. Ça va revenir tout au long de mon exposé. Donc je me suis bien passionné pour développer tout ce qu'on appelle maintenant les circuits courts, essayer de créer de l'emploi local et comme disait Natterer, plutôt que de donner les intérêts aux banquiers pour créer des grosses infrastructures industrielles. C'est vrai que pour faire du lamellé-collé, du CLT, il faut des usines énormes avec donc des capitaux pour créer des bâtiments donc, contrôlés thermiquement. Et donc, ce n'est pas donné pour des pays en voie de développement et c'est même pas pour de l'artisanat local dans notre région. Donc, l'intérêt de la filière bois, c'est de faire travailler les gens du pays. Alors que l'acier, bon, je ne connais plus d'acierie, je crois, en France. Et le béton, il y a quelques fabriques de béton, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit enthousiasmant au niveau des agrégats, puisque maintenant, il faut faire des carrières au lieu des gravières. Donc, pour le paysage, c'est l'inverse de la filière bois. Là, je me permets de reprendre un slide fait par Fibra. Et, qui situe un petit peu l'ordre des choses. Un collège, un lycée, bon, c'est sur un budget, je dirais, de 10 millions d'euros, ce qui est le prix d'un collège, d'un lycée. En principe, le lot bois représente 2 millions. Ça représente en gros 1000 mètres cubes de bois mis en œuvre et ça représente 21 équivalents temps plein. Donc c'est très important de développer la filière bois, mais encore une fois, avec du bois plutôt de chez nous qui fera travailler les forestiers et les scieries chez nous plutôt que de faire rouler des camions pour importer du KLH qui viendra d'Autriche ou d'Allemagne. Donc je ne reparle pas donc, de la durabilité. Ceci dit, on sait construire encore pour faire des bâtiments qui durent très longtemps. Avec ce qui les caractérisait, c'était des protections. Donc le plus vieux bâtiment du monde que j'ai eu l'occasion de visiter donc à côté de Nara, donc date de l'an 600. Donc ça peut durer très longtemps la construction en bois, mais à condition de prendre des protections. Et c'est le type même du chalet, hein, c'est-à-dire là il y a un petit clin d'œil, hein, le chalet suisse. Donc avec sa typologie, donc ce qui caractérise le chalet, c'est d'avoir de larges débords de toit qui protègent les parements qui sont dessous.
Et je pense que quelques architectes ont oublié ce principe, et ce qui fait que maintenant on se retrouve avec des bâtiments en bois qui ont parfois des problèmes de sinistre. Et je tenais à le préciser, on va en reparler. Donc pendant cette formation à l'EPFL, j'ai eu droit à des cours de Roland Schweitzer, qui intervenait en même temps que Julius Natterer. Et à l'époque, le dernier bâtiment qui était en vogue, c'était la Direction régionale d'agriculture à Châlons en Champagne. Donc ça s'est fait dans les années 90. Et je suis repassé donc, il y a 2 ans voir ce bâtiment. Et voilà ce que j'en ai vu. C'est que donc, pour entretenir le parement extérieur de ce bâtiment, il faut de la lasure. Et il y a des budgets de maintenance qui sont limités. Et là, donc, il n'y avait plus d'argent pour acheter un pot de lasure supplémentaire. Donc, ils sont arrêtés comme ça. Donc, si vous allez voir le bâtiment, sauf s'ils ont renouvelé les budgets de maintenance, il était dans cet état. Ce n'était pas qu'il était en cours de chantier, c'est qu'il n'y avait pas les sous pour l'entretenir. Donc le problème, ce n'est pas purement esthétique, hein, c'est que ça peut jouer ensuite sur des dégradations aussi au niveau des pièces proches du sol. Et donc je dirais que les bâtiments à vêture bois demandent quelques précautions. Tout ça, c'est en introduction aux isolations par l'extérieur, donc faisant appel à l'ossature bois et très souvent avec des bardages bois. En bois, oui, en plus, c'était un contreplaqué qui fait que ça arrangeait pas la donne. Hein. Donc, ce qu'on m'a appris donc, pendant ce cours, c'était qu'il faut protéger donc, les parements en bois lorsqu'on le fait, à l'image du chalet. Donc, on n'est pas obligé de refaire des chalets, hein, on peut traiter d'une manière contemporaine. Et ce qu'on m'a appris, c'est que lorsqu'on a un ici, ça protège 3 ici. Donc là, 1,20 m protège 3,60 m. C'est le cas sur ce bâtiment qui sont nos bureaux donc, à Montbrison et qui date de 95. Donc, ça, c'est une photo relativement récente. Donc, le bardage n'a pas bougé dans ce cas-là. Il y a d'autres solutions. Quand on veut habiller des bâtiments en bois, parfois, certains architectes, donc c'est Lipski et Rollet, ont pris le parti de les habiller avec une peau en verre devant ou en plaque ondulée translucide. Donc ça, c'est un parti auquel on adhère ou auquel on est un peu surpris, mais c'est une solution. D'autres solutions, ça c'est un bâtiment que nous avons réalisé à Besançon, la Maison du Bois de la Forêt, où nous avons repris le principe, donc bâtiment des gardes forestiers en Suisse, où on a créé c'est pas des pare-soleil, ce sont des pare-pluie, histoire que donc déjà l'eau donc tombe sur la toiture et qui protège une grande partie. Et ensuite, puisque là, on n'avait pas un débord de toit suffisant pour prendre toute la hauteur, on a ramené des bords successifs à base de vitrage. Donc ce sont des solutions que l'on peut utiliser. Sinon, il faut partir sur d'autres matériaux. Et c'est mon choix de prédilection, c'est d'habiller les bâtiments, notamment en terre cuite, quand on est en territoire urbain. Donc là, il n'y a pas du tout d'aspect de chalet, il n'y a pas de problème de vieillissement du bâtiment. Et même pour le grand public, plus la terre cuite vieillit, plus le bâtiment devient joli. Et il y a d'autres solutions un petit peu plus provocantes. Hein. C'est un collège que nous avons livré à Belay, donc qui est tout structure bois. Hein. C'est un rez-de-chaussée béton et 2 étages structure bois. Je ne vous parlerai pas de la structure bois aujourd'hui. Mais donc à Belay, ce qui caractérisait l'environnement, c'était ces teintes, à la fois de terre cuite mais couleur brune, et à la fois beaucoup de tôle rouillée. Donc on était parti, nous, sur un bardage en couleur rouille. Et entre-temps, on a découvert les bardages Irisa. Donc c'est un bardage qui change de couleur en fonction de l'orientation et en fonction du soleil. Et ce qui fait que c'est un bâtiment qui se noie très bien dans le paysage maintenant. Donc pour moi, ça ne me gêne pas d'habiller à base de bardage métallique des bâtiments, tout structure bois. Alors pourquoi attention au bardage en bois, donc en vêture? C'est que la presse se fait un délice de rapporter des cas de sinistres donc, où les bâtiments donc, étaient habillés en bois. Et donc c'est vrai que d'un point de vue physique, il y a une lame d'air derrière, c'est du bois qui n'est pas tellement épais, donc c'est assez facile de propager l'incendie dans ce type de bâtiment. Et personnellement, j'ai été traumatisé par un bâtiment que j'avais réalisé en 89, qui était un bâtiment emblématique, puisque c'était celui de la Foire du Bois de Saint-Jean-Soleil-Mieux, donc qui était vraiment orienté pour la filière bois.
et qui avait une chaufferie. Donc le local était fait en béton. On avait bien fait la condition coupe-feu 2 heures. Et il y avait donc des flamèches qui sont sorties une nuit du tuyau de cheminée, qui sont allés se coincer donc, dans la lame d'air du bardage, qui a enflammé tout le bâtiment. Et le lendemain matin, il n'y avait plus que la dalle béton et les murs de la chaufferie. Donc ce bâtiment a disparu. Donc par mon bois, pourquoi pas, mais attention. Donc fort de cette expérience, on a préféré prendre le parti de travailler, nous, en structure porteuse, en parement intérieur, pour développer notre savoir-faire sur la filière bois. Donc, on a fait un premier essai qui était avec Wolfgang Winter, donc le projet d'avant, qui était la Chambre de métier de Saint-Étienne et Montbrison. Et ensuite, on a réalisé donc, un lycée donc, en Haute-Savoie, avec l'obligation qui est 0 frais d'entretien donc, sur ce bâtiment. Et donc ce bâtiment a été livré pour la rentrée scolaire de 1997. Et donc la photo est prise là il y a quelques mois. Et donc voilà le vieillissement. Donc la région Rhône-Alpes considère que c'est un des bâtiments qui vieillit le mieux au niveau de son parc, à la fois au niveau extérieur et au niveau intérieur. Le bois a pris sa teinte miel parce qu'il était protégé par le débord de toiture ici. Et en partie donc, supérieure où on n'était pas protégé, la terre cuite donc, a pris des petites nuances, mais donc le vieillissement est tout à fait satisfaisant. Donc, fort de cette expérience, on s'est retrouvé donc, à monter un petit bureau d'études, Archipante et Lignalite, bureau d'architecture et de structure, parce que, donc, comme on me l'avait enseigné, il fallait développer les utilisations de la filière bois locale. Donc, on a développé le plancher Lignadal, qui est fait à base des sous-produits de la scierie. Donc, on travaille avec une scierie qui est à côté de Renaison. Donc on a développé ce type de produit en mixant du béton et du bois et en jouant sur les propriétés des matériaux. Le bois, quand il sèche, il fait du retrait. Le béton, quand il fait son retrait, donc il diminue et ça crée, donc, par ce biais de queue d'aronde, donc, un frottement qui fait que les deux travaillent ensemble. Donc une technique très rustique et que l'on a développée et que l'on peut mettre donc, visible en sous-face, soit en massif, soit, comme on dit, en combiné, histoire de passer des gaines et de l'éclairage. Et on a développé d'autres produits donc, qui valorisent aussi les planches de la scierie. C'est que jusque-là, donc, les planches servaient à faire du coffrage et de l'emballage, et il y a beaucoup moins de demandes. Donc on a réinventé un mur de CLT, mais cloué, justement pour pas... puisque cette jeune entreprise n'avait pas les moyens de construire un bâtiment climatisé, et les banques ne l'auraient pas suivi derrière. Hein. Là, c'était même pas histoire de ne pas donner les intérêts aux banques, c'est que là, les banques ne voulaient pas suivre. Donc, on a fait des murs préfabriqués. Donc, c'est un CLT, donc trois planches croisées avec des raidisseurs derrière, histoire de ne pas gaspiller trop de bois. Hein, le CLT, Tildep, KLH et tout, est beaucoup trop épais. Et donc, on préfabrique des murs et on arrive à monter une maison en une semaine. Cette entreprise a commencé en 2010 sur un de mes premiers projets. Maintenant, ils sont 27, en valorisant donc, la forêt locale avec des produits locaux et de la main-d'œuvre locale. Donc, c'est une grande satisfaction d'être allé jusqu'au bout de la démarche. Et je veux vous présenter, pour finir, avant d'attaquer le lycée, la dernière innovation que j'appellerais frugale. Avant, je parlais de high-tech, de low-tech. Maintenant, on m'a dit qu'il faut franciser ça. Donc, c'est une innovation frugale. C'est d'aller, avec Jean-Paul qui est dans la salle, se promener en forêt. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'archis qui font leur marché avant de construire un bâtiment. Moi, j'ai cette chance, c'est que j'ai des amis qui m'emmènent en forêt. On va choisir des arbres. Ensuite, on les coupe d'une manière un petit peu exceptionnelle, c'est-à-dire on dégage un peu le pied, et parce que j'aime bien retrouver cet aspect de l'embase. Et ensuite, il faut les écorcer. Donc là, c'est tout un art, il faudrait le faire à la bonne période, mais bon, les délais nous pressent toujours, et on le met ensuite comme poteau structurant. Donc on l'a fait donc, à Vauche, dans le collège, où ça montait sur 3 étages. Et on l'a fait dans le tout nouveau cinéma Rex, à Montbrison, où là, donc, c'est les totems à l'intérieur du hall d'accueil. Donc tout ça, pour en arriver au projet d'extension de JB Dallard, c'est un mix de tout ce que je vous ai présenté jusque-là. C'est-à-dire que vous aviez un bâtiment
donc initial qui avait cet aspect. Hein, le bâtiment, donc à côté encore pratiquement cet aspect, un bâtiment donc en R+1 qui n'a pas de date, hein, en gros, avec une esthétique qui correspondait à son époque. On ne va pas critiquer les confrères. Et donc la problématique de l'extension, c'était d'arriver à construire, donc d'agrandir le projet, tout en respectant naturellement la réglementation actuelle, dont la réglementation sismique. Alors juste un rappel, donc dans la zone où nous situons, donc zone 1 ou zone 2, pour du logement, il n'y a pas besoin de justifier donc, le calcul sismique, mais par contre pour un établissement d'enseignement, c'est un bâtiment de catégorie d'importance 3, en zone sismicité 2, donc même en zone faible, il y a une obligation de la justification au séisme. Donc il fallait faire un bâtiment, donc au moins que notre extension tienne face au séisme. Alors ce bâtiment donc, qui est dessous, comme je disais, n'avait pas de date. On a retrouvé du béton non armé, on a trouvé du pisé, on a trouvé de la pierre. Donc on ne savait vraiment pas sur quoi s'appuyer. Et voilà tel que ça se présentait au départ. On avait des salles de cours en partie basse, on avait un foyer. Et l'élément clé de ce plan, c'est la chaufferie ici. Et donc la problématique, c'est que le brûleur de la chaudière gaz venait d'être changé il y avait quelques mois. Et donc, c'était un grave dilemme de ragrandir ce bâtiment en se disant qu'il faudrait changer le brûleur. Donc, on l'a dit, pas de problème. Il suffit qu'on vous fasse un bâtiment pratiquement aux normes passives, hein, et que l'on vous rhabille tout le bâtiment existant, et dès lors, vous ne changerez pas le brûleur. Donc, pour une histoire de quelques milliers d'euros, ça ne doit pas valoir bien cher un brûleur gaz, on a vendu, entre guillemets, un bâtiment proche des normes passives, donc au maître d'ouvrage. Il ne faut pas que je dise de mal, il est dans la salle. Donc on a créé des salles de classe en partie basse. On a gardé la chaufferie, naturellement, qui était ici. Hein, on n'est pas intervenu. Et on a changé le foyer qui est dans ce secteur. Donc on retrouve le bâtiment existant, hein, avec sa structure ici. Il y avait un escalier, il manque de pouls, il n'était pas aux normes, donc il fallait le remettre aux normes. Il n'y avait pas d'ascenseur, donc on en a créé un ici. Et un seul escalier pour un ERP de ce type, ça ne suffisait pas, donc on a créé un escalier extérieur ici. Donc ça, c'était l'état des lieux du niveau 1. Donc il y avait cette partie-là qui était créée donc, au niveau de salle de classe avec la circulation qui se situait ici. Et le projet du niveau 1, donc c'est pratiquement la même organisation. Hein, on n'allait pas tout inverser, parce que là, donc, on est orienté plein sud, donc on ne voulait pas mettre les salles de classe non plus plein sud. Et au niveau de l'accès, de toute manière, ça ne pouvait pas faire, puisque l'escalier, le palier était ici, l'ascenseur était ici, donc on a gardé la même distribution. Et ici, on a créé 3 salles de classe avec des cloisons coulissantes pour agrandir l'établissement. Et en toiture, donc, entre le moment où on nous a commandé le projet et le moment où on a vraiment travaillé dessus, le maître d'ouvrage avait loué sa toiture pour des investisseurs privés pour faire du photovoltaïque. Ça ne nous a pas simplifié la donne. Et donc, on a retiré les capteurs photovoltaïques. On a reconstruit un étage qui correspond à celui du dessous, des salles de classe avec des parois coulissantes pour pouvoir, comme ici, transformer en petites salles de cours ou en grandes salles. Et ensuite, on a fait une charpente donc, que j'appelle traditionnelle. C'est de la fermette, mais fabriquée à base de forte section en bois de pays, sur une trame assez dense, sur lequel donc, on est revenu faire la toiture et on a reposé exactement la même surface de panneaux photovoltaïques. Ça a coûté donc, au maître d'ouvrage de dédommager l'investisseur le temps que de la non-production du photovoltaïque. Mais bon, on a pu remettre la même installation. Naturellement, sur l'autre partie, on a fait une toiture terrasse végétalisée. Voilà donc au niveau du projet. La façade sud, naturellement, donc, était fortement vitrée. Et il fallait se protéger de l'ensoleillement du sud. Donc, on a fait des brise-soleil. Et sur la façade nord, donc là, c'est le même type donc, qui éclaire les salles de classe, mais sans brise-soleil. Ça, ce sont les pignons. On y reviendra. Au niveau de la coupe, donc on voit l'ancien bâtiment qui se situe ici, hein, avec la toiture. Et donc on est remonté, nous, d'un étage. Donc on considérait au niveau des charges
que donc, les charges de la toiture correspondaient à la charge d'utilisation et qu'il fallait reprendre en plus une charge de la toiture. Donc, et l'idée, ça a été de rhabiller donc, le bâtiment existant ici par une peau à l'extérieur qui se situe donc ici. Et cette peau étant fondée pour redescendre les charges, puisque là, on était incapable de dire s'il y avait des fondations ou pas de fondations. Même pas sûr qu'il y avait des fondations, parce qu'on a pu nous construire un massif juste le long du mur. Alors très souvent, on a des semelles qui dépassent. Donc ça, c'est la coupe dans l'autre sens, donc avec la partie donc, des salles de classe, avec la charpente à base de fermettes et la toiture végétalisée qui se situe ici. Voilà le principe. Hein. Le plancher du niveau 2 est assimilé à la charge verticale. Donc celui-ci, c'est la toiture. Et la nouvelle toiture donc, redescend sur ces poteaux qui se situent ici. Et des poteaux, ça a forcément une épaisseur, donc on ne va surtout pas en faire un problème. On va bourrer donc, cette épaisseur par de l'isolation. Donc ensuite, il fallait stabiliser quand même tout cela. Donc on a créé des croix de Saint-André donc, en pignon et on en a créé donc, en long pan, histoire de stabiliser tout le bâtiment. Et donc c'est un système qui ne fait pas que les croix vont jusqu'aux fondations. On a stabilisé que dans le dernier étage pour reprendre tous ces efforts. Donc au niveau statique, c'était assez intéressant. Là, on comprend le système, hein, où donc on a le mur existant et le mur extérieur donc, qui est rempli d'isolant. Donc ça, c'est la partie existante. Voilà donc l'image de synthèse qu'on avait vendue. Et voilà les travaux. Donc on a déposé la toiture. On s'est retrouvé avec le bâtiment donc, mis à nu. On a commencé à construire l'ascenseur donc, devant le bâtiment existant. Et ensuite, on a habillé le bâtiment existant par ces poteaux donc, qui étaient préfabriqués et qui venaient donc, entre les jambages de la maçonnerie et donc qui montaient jusqu'à la toiture. Voilà donc les contreventements que j'ai évoqués. Donc celui-ci donc, ne descend pas jusqu'en bas, mais il peut quand même être relativement haut, tandis que d'autres contreventements, donc ici, n'étaient que dans la partie supérieure. Donc là, c'est avant de venir poser l'isolation donc, sur ces bâtiments. Donc le plancher du niveau 2 qu'on a créé donc, au niveau de la toiture existante. Et ensuite, on est venu poser la charpente, donc à base de fermettes de forte section. On a mis quelques fers au milieu pour prendre des cloisons coulissantes. Là, un clin d'œil à l'histoire. On a conservé les pignons de l'escalier à l'intérieur de l'escalier. Ça ne servait à rien de les déraser pour refaire une cloison. Donc ça participe à la mémoire du site. On a très bien traité l'étanchéité à l'air. On est venu reposer le photovoltaïque sur la toiture. Et ensuite, il a fallu poser les coursives donc, au sud, qui sont des éléments rapportés donc, en console, et qui servent donc à la fois d'accès aux pompiers et donc, de support aux brise-soleil. Donc les brise-soleil sont en Douglas classe 3. On a évité de faire appel à la chimie, donc on a retiré l'aubier, et donc on a fait des petites formes ici pour évacuer l'eau de pluie. Hein, donc ça sert de goutte d'eau. Et là, ça évite que l'eau ne stagne en partie haute, puisque les... Voilà, donc avant la pose du faux plafond, donc l'ambiance intérieure. Hein, donc on a essayé de traiter une étanchéité à l'air du mieux possible. Et ensuite, on a joué avec les parements de façade, où donc on a mis de la terre cuite, on a mis du parement zinc et un panneau donc composite. On ne va pas donner de marque. Donc voilà le bâtiment tel qu'il est maintenant, hein, donc avec ce jeu de terre cuite et de zinc et de bois, mais le bois étant là en brise-soleil, et la façade nord qui, elle, donc n'est pas du tout habillée par des brise-soleil, puisque le soleil ne vient pas du nord jusqu'à maintenant. Voilà l'angle sud-ouest, où on a rajouté l'escalier extérieur donc, pour la sécurité. Et à l'opposé, l'angle sud-est, où là, on a joué avec les brise-soleil. Autant au sud, les brise-soleil doivent être horizontaux, autant donc à l'est et à l'ouest, leur situation privilégiée est la verticale. Voilà ce que ça donne donc depuis le bâtiment d'à côté.
Et au niveau du bilan, donc on avait calculé des besoins en chauffage de 35 kWh par mètre carré. Donc on n'osait pas annoncer qu'on serait au niveau du passif, hein. C'était l'idée. Donc au niveau de l'étanchéité à l'air, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était d'être à 1,7 et finalement on était à 1,04 au Q4. Ça correspond au N50 à des valeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, 3, alors que pour être au passif, c'est 0,6. Et la difficulté que l'on a eue, finalement, c'est de créer l'adhésion entre notre pare vapeur et le bâtiment existant. C'est-à-dire que sur du pisé, ce n'est pas du tout évident. Sur des enduits, donc à l'ancienne, ce n'était pas du tout évident. Et toutes les infiltrations qui nous ont pénalisés sur ce projet, c'est au niveau de cette liaison entre les pare vapeurs. Donc ceci dit, ramené au projet, ça représente un carré quand même donc équivalent, un carré de 48 cm de côté, ce qui fait que c'est quand même pas tellement énorme au niveau des déperditions. Donc tout ça, pour conclure, c'est que on nous a dit que le premier hiver, la consommation de gaz était moindre dans le nouveau bâtiment donc, que dans l'ancien bâtiment, et alors qu'on avait doublé la surface utile. Donc le maître d'ouvrage est très satisfait de cette option, et surtout, il n'a pas changé son brûleur dans sa chaufferie. Voilà pour conclure. Donc le leitmotiv, réhabilitons et agrandissons les bâtiments existants en construction en bois, c'est évident, mais surtout pour créer de l'emploi qui travaille pour la protection de la planète. Je crois que maintenant, il ne faut plus seulement parler du problème de l'effet de serre. Je pense que le gros challenge de notre société, c'est de donner du travail à tout le monde. Et donc là, c'est un bon prétexte de valoriser le bois de nos forêts locales. Je vous remercie.